Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous, immense plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Comme toujours, aujourd'hui nous sommes mercredi 15 janvier 2025 et au menu, on s'intéresse ce matin à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, lancée en 1994. Eh bien, elle apparaît comme un outil d'intégration dans une région qui n'est pourtant pas épargnée par les crises, qu'elles soient politiques, économiques ou institutionnelles. Aujourd'hui, l'objectif est d'être plus proche des préoccupations quotidiennes des populations. 31 ans après sa création, l'UEMOA se présente-t-elle comme un modèle de réussite? Est-elle une zone économique dynamique? Eh bien, nous faisons le débat. Mais avant le forum de discussion, nous allons retrouver Saint-Tiche à la boucherie. Tenez-vous tranquille, ce n'est pas pour aller commercialiser de la viande, loin de là, elle nous fait entrer dans le quotidien de ces personnes qui nous permettent d'avoir dans notre assiette de la protéine animale. Saint-Tiche au marché de Ganry, au marché de boucherie de Ganry, c'est à découvrir. Vous avez eu une idée géniale, révolutionnaire, qui vous permet de vous lancer sur le chemin de la prospérité. Eh bien, vous devez penser à la protéger. Il existe des mécanismes qui vous permettent de breveter et de déposer votre marque. Comment y parvenir? Dans sa chronique économie, Alessandra Diotan vous explique les différentes étapes à suivre. 5 sur 7 matin, c'est aussi et surtout le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information, une présentation de Marcel Akhossi, la revue des titres à suivre et la revue de presse en fin d'émission. Tout de suite et maintenant, le journal. Le journal de Marcel Akhossi. Marcel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. À vous. Bienvenue donc au premier journal de la télévision nationale, comme vous l'indiquez si bien. Un journal que nous ouvrons sur le drame intervenu samedi dernier à Kpakpa, à Yelawadje. Un incendie et une explosion avec comme bilan à l'heure actuelle 8 morts et des brûlés. Le samedi, nous avons reçu l'alerte de cette explosion au niveau du quartier d'Yelawadje. Et automatiquement, les équipes du centre d'opération d'urgence de santé publique et du SAMU se sont mobilisées. Dans un premier temps, autour du centre de santé d'Yelawadje qui était juste à côté et de l'hôpital de zone de Surulere. Nous avons effectué justement la prise en charge initiale et le tri des patients qui étaient tous pratiquement dans un état d'instabilité respiratoire. Et grâce aux ambulances qui ont été justement acquises dernièrement par le gouvernement, nous avons pu organiser leur transfert sécurisé vers le CNHU et le centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi, où nous avons eu à recenser plus de 150 patients, dont plus de la moitié sont des enfants, je tiens à le préciser, à partir de 2 ans jusqu'à plus que ça. Il faut dire que parmi les patients qui ont été admis, il y avait d'emblée une dizaine qui étaient graves, très graves, qui ont bénéficié de soins de réanimation intensifs, dont nous avons malheureusement perdu 2 déjà entre le samedi et le dimanche, et dont actuellement 4 encore sont en situation critique, dont un enfant. La situation a évolué positivement et grâce aux soins prodigués, actuellement plus des 2 tiers des patients qui ont été mis en observation parce qu'il était important de les mettre en observation pendant une longue durée. Parce que des fois, ils n'avaient absolument rien et quelques instants plus tard, basculaient en détresse respiratoire. Donc, nous avons gardé une observation jusqu'à ce jour. Et puis, les 2 tiers ont été libérés actuellement. Il y a encore quelques-uns, pratiquement une cinquantaine, qui sont encore en cours de suivi au niveau du CNHU et du centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi. Globalement, je dois dire que nous, au niveau médical, nous sommes en train d'essayer d'analyser actuellement la situation du point de vue de la toxicité du produit pour essayer d'envisager les complications à moyen et à long terme, évidemment. Donc la prise en charge continue. Le conseil essentiel que nous allons donner par rapport aux populations qui sont encore dans les zones avoisinantes, de faire très attention. Les maisons qui sont situées aux abords immédiats du lieu ont été totalement évacuées. Et je voudrais qu'on maintienne ce statu quo pour le moment, étant donné qu'on ne mesure pas encore le délai de rémanence de ce gaz et de son évacuation. Et il
faut rappeler que la célérité dans l'intervention de l'Agence béninoise de la protection civile a permis de limiter les dégâts. Le ministre en charge de la sécurité publique, Alassane Seydou, appelle les populations à plus de vigilance et à appeler bien souvent le 166, un numéro vert. Sur les lieux, suite au déclenchement de l'incendie, nos services sont intervenus avec la plus grande promptitude. Parce que dans les 30 minutes qui suivaient, nos agents étaient là, les agents de l'Agence béninoise de protection civile. Et je crois que leur intervention a été salutaire. Elle nous a permis certainement de sauver beaucoup de vies. Parce qu'au regard de la toxicité des fumées, de l'air qui était respiré par les populations, il fallait agir vite. Là, ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Et grâce au matériel aussi que nous avons acquis ces derniers temps, ils ont pu avoir quand même des résultats. Parce que nous avons eu, c'est vrai, quelques cas de décès, quelques cas d'intoxication, mais ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas cette intervention efficace avec promptitude. Le conseil que j'ai à prodiguer aux populations, c'est que il faut agir en amont. Parce que lorsque le sinistre survient, quoi qu'on fasse après, il y a toujours des dégâts. Pour être efficace, moi je crois qu'il faut agir en amont. Donc il faut privilégier la prévention. Et privilégier la prévention, c'est collaborer avec la police. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, nous avons un numéro vert, le numéro 166, que n'importe quel citoyen peut appeler. Lorsque, dans votre environnement, vous constatez qu'il y a un entreposage de produits dangereux, ça peut être des produits pétroliers ou des produits à caractère chimique, comme ce que nous avons vécu là, il faut réagir, appeler le numéro et dire à la police que vous êtes inquiété parce que autour de vous, il y a des produits qui peuvent entraîner des problèmes. La police va intervenir. Et s'il y a lieu de faire déguerpir ceux qui ont placé les produits, on va le faire. On va le faire. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour le faire. Donc je veux informer la population pour dire que ce numéro existe, le numéro 166, il est fonctionnel 24 heures sur 24, n'importe quel citoyen peut appeler. Lorsque vous vous sentez menacé, il faut le dire, il faut avertir et la police va intervenir pour vous mettre à l'abri de la menace. Et pour l'heure, les soins de santé sont pris en charge gratuitement par l'État et plusieurs équipes du ministère des Affaires sociales se sont mobilisées pour l'assistance psychologique aux victimes et aux proches. Les familles des victimes sont priées donc de s'adresser au guichet unique de protection sociale. Des précisions avec Véronique Toinfoley. Mes deux collègues ont déjà présenté comment la prise en charge s'est effectuée de manière très bien coordonnée pour essayer de sauver le maximum de nos concitoyens, aussi bien déjà des décombres du sinistre, mais également au niveau hospitalier. Et au niveau des soins de santé, tous les soins de santé ont été pris en charge gratuitement par l'État. Et depuis le dimanche, les équipes également de l'action sociale sont à pied d'œuvre pour écouter les familles, pour venir en soutien, si je peux le dire ainsi, sur le plan psychologique, parce que ce sont beaucoup de familles qui sont affectées. Et je voudrais aussi, à la suite du ministre de la Santé, dire que s'il y a des familles qui sont inquiètes, qui voudraient en savoir plus, qui se rapprochent des guichets uniques de protection sociale situés dans la zone, puisqu'il y a un périmètre qui a été délimité pour pouvoir avoir plus d'informations et, une fois encore, appeler, inviter la population non seulement à la vigilance par rapport aux entreposages abusifs. Donc, c'est vraiment un cas de trop. Je voudrais également vraiment féliciter surtout les sapeurs-pompiers, mais aussi les agents de santé, les agents sociaux. Vraiment, c'est ensemble, de concert, que nous pouvons apporter notre soutien aux familles et aux victimes. Et vraiment déplorer cela et inviter toute la population. C'est la responsabilité collective pour dénoncer lorsqu'il y a des entreposages qui ne sont pas normaux dans des zones habitées ou habitables. Et qu'est-ce qui a pu provoquer cet incendie? Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption appelle à situer les responsabilités. Écoutons son secrétaire général au micro de Rodrigue Labaguito. C'est avec une profonde tristesse que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, a appris l'incendie dévastateur survenu le 11 janvier 2025 dans le quartier
à Elawadje 1 à Akpakpa, nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées et exprimons notre solidarité envers les victimes et leurs proches. Selon les premières informations, l'incendie aurait été provoqué par l'explosion d'un magasin contenant des produits chimiques, libérant des gaz toxiques dont la nature reste à déterminer. Le HCPC souligne l'importance de la transparence et de la conformité aux réglementations, aux procédures en matière de stockage et de manipulation de substances dangereuses. Nous exhortons les autorités compétentes à mener une enquête approfondie pour déterminer les causes de cet incident et identifier d'éventuelles négligences ou manquements aux normes de sécurité eu égard à la loi 2022-36 du 10 juillet 2023 portant gestion des produits chimiques et de leurs dérivés et du décret 2023-423 du 26 juillet 2023 portant modalité d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers, raffinés et de leurs dérivés en République du Bénin. Il est impératif que les responsables de la gestion de produits chimiques respectent strictement les protocoles de sécurité établis pour prévenir de tels drames. Le HCPC réitère son engagement à collaborer avec les autorités et les parties prenantes pour renforcer les mécanismes de contrôle et de prévention afin de garantir la sécurité de tous les citoyens. En ces moments éprouvants, nous appelons à une vigilance accrue et à une responsabilité partagée pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. Écho d'une grande réunion de la chance à Cotonou, ou plus précisément des jeux de chance. En fait, il s'agit de cette rencontre des directeurs généraux des loteries nationales du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Au menu de leurs assises, le tirage de la tranche commune Entente. Quelle perspective pour ce tirage commun? Fifame Atarigi et Ernest Tetegou nous éclairent. La tranche commune Entente. Tirage de la tranche commune Entente. Une 29e édition marquée par un nouveau concept qui allie évolution technologique et performance commerciale. Le nouveau concept apporte deux avancées majeures. L'augmentation du montant de financement conjoint par les 5 loteries nationales de l'œuvre sociale à réaliser chaque année au profit des populations du pays hôte. Ce montant passe de 50 millions à 125 millions de francs CFA. Deuxième avancée, la refonte du programme de l'eau afin de faire un clin d'œil aux souscripteurs sans lesquels cette belle aventure entamée en 1970 ne saurait se perpétuer. Cet événement symbolise l'unité et l'entente entre 5 nations. Le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger. C'est fort de cette culture de cohésion que le Conseil de l'Entente oriente son action vers la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. C'est ainsi qu'à partir de la 25e édition du tirage, le Conseil de l'Entente, en collaboration avec le Loterie nationale, a lancé régulièrement le concours jeunes et entrepreneuriat avec un volet femmes et activités génératrices de revenus. Pour la présente édition, le Conseil de l'Entente renouvelle son engagement en faveur des jeunes et des femmes au même niveau financier que celui accordé lors des précédentes éditions. Ainsi, ce sont 20 projets portés par des femmes et 20 projets portés par des jeunes qui seront financés par le Conseil de l'Entente et la Loterie nationale du Bénin à hauteur de 1 million par projet, soit un financement total de 40 millions, dont 10 millions provenant de la LNB. Le grand tirage de la tranche commune Entente va s'effectuer le vendredi 17 janvier 2025 au Palais des Congrès de Cotonou.
Des jeux de chance passant à un jeu de culture générale. C'est un jeu presque tombé dans l'oubli sur nos écrans nationaux, mais qui revient aujourd'hui au devant de la scène. Le jeu Génie en herbe contribue à éveiller l'esprit critique des jeunes et à valoriser l'excellence académique. Cette compétition est relancée donc à travers un championnat national qui a consacré le CEG Godomain gagnant. Autrefois incontournable, le jeu Génie en herbe qui a marqué des générations d'élèves par son format ludique et instructif semble aujourd'hui sombrer dans l'oubli. Fort heureusement, des gardiens du temple veillent encore. Il y a quelques mois, on s'était retrouvé être un ancien pratiquant de la discipline et des recommandations de nos assises, de nos travaux. Il était convenu de mener cette activité et c'est dans cette droite ligne que nous avons réuni un certain nombre de collèges pour faire une édition pionnière cette année. Une édition pionnière qui a réuni des élèves issus de divers établissements scolaires venus tester leurs connaissances générales dans des domaines variés comme l'histoire, la littérature, les sciences et les arts. Le jeu Génie en herbe, comme vous le savez, est un jeu qui permet à tous ceux qui le pratiquent de pouvoir réellement améliorer la culture générale. La jeune génération d'aujourd'hui est très distraite par les réseaux sociaux et pas beaucoup d'autres choses. Et le jeu Génie en herbe va pouvoir réellement leur permettre d'améliorer la culture générale. Ce championnat de Génie en herbe sonne donc comme l'édition du renouveau d'un jeu qui promeut l'excellence académique et un esprit de compétition saine. Ils ont pris l'engagement de soutenir désormais ces compétitions, surtout que les équipes proviennent des collèges qui sont situés sur nos territoires respectifs. Nous ferons en sorte que à la prochaine manifestation, ça soit un peu plus développé, que ça ait beaucoup plus d'impact et que ça puisse susciter des envies pour d'autres élèves. Au terme de ce championnat de Génie en herbe, c'est le CEG Godomain qui remporte le premier prix, suivi du CEG Sainte-Rita. Quelle retombée des Vodou Days pour l'économie béninoise. Le village éphémère s'est révélé excitant comme marché de toutes sortes de curiosités derrière opportunités pour l'économie locale à Ouida. Les acteurs touristiques voient dans les Vodou Days de grosses entreprises financières et en perspective. Rodrigo Wageto nous éclaire. Pour avoir un visage peint comme celui-là sur la plage, les usagers du village éphémère des Vodou Days ont dû prendre par les doigts de Waris. Là, ils sont en train de faire des motifs africains, puisque nous sommes au Vodou Days. Donc, je fais ressortir le thème à travers mes motifs. Pot de peinture à la main gauche, pinceau entre les doigts avec un modèle au visage, il propose ses services en body painting avec à la clé bien d'objectifs. J'ai envie de contribuer à la fête de Vodou Days à travers mon art et c'est aussi une occasion pour moi de me faire connaître. 500 francs CFA pour le visage peint et cette guerrière se sent maintenant prête à rejoindre son poste de garde. Des clients comme elle, Waris en a par centaines à cette célébration des religions traditionnelles, de quoi lui donner de réaliser un gros chiffre d'affaires qu'il préfère garder secret. Ceux-ci ne se font pas peindre le visage, mais sont bien désireux de garder des souvenirs de Ouida, la cité haute des Vodou Days. Vous semblez intéressé de prendre des souvenirs du Bénin, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est très joli ce qu'il y a derrière moi. C'est vraiment les statuettes, elles représentent bien le Bénin et vraiment c'est très très beau. J'accompagne madame et on soutient surtout l'artisanat local. Et vraiment ça sort du lot parce qu'on a l'habitude de voir les pièces, mais des comme ça, avec cette qualité-là, cette finition-là, c'est pas souvent. Maître des objets valant ses impressions, Eric ne voit en ces Vodou Days qu'une obligation de se positionner et pas que pour des chiffres. Souvenir du Bénin est une marque spécialisée dans la conception, la fabrication d'objets de souvenirs en lien avec le patrimoine culturel béninois. L'objectif de la marque, c'est de valoriser notre patrimoine culturel au travers des petits objets de souvenirs que les touristes peuvent acheter. Des touristes, les rues de Ouida en ont compté plusieurs, au point d'être bondées chaque jour. En attendant les chiffres de ces Vodou Days, cette professionnelle du tourisme mesure l'impact de cette célébration sur l'économie locale.
Comme moi, j'ai un touriste ou un visiteur qui vient sur Vodou Days, quand il vient sur Vodou Days, il va acheter au Bénin, il va dormir dans des hôtels, il ira manger dans des restaurants, il ira acheter dans les villages artisanaux, il va prendre le transport. Il y a beaucoup de services Connect qui bénéficient, qui sont positivement impactés. Et nous, en tant que tour opérateur, nous avons encore la possibilité de récupérer par derrière ces visiteurs et leur faire découvrir le Bénin. L'édition 2026 des Vodou Days s'annonce donc plus florissante sur le point touristique et économique. Mais en attendant, chaque acteur de l'économie locale savoure les retombées de cette année. Et la célébration des religions traditionnelles s'est déroulée avec Fastaouida, d'accord, mais pas que. Repartons à Kandi où la sortie des Egungun et l'implication des chefs traditionnels de la Liborie ont donné un beau cachet spécial à cette fête. Reportage, Judika Elayena, Ousmane Baparapé. Le cultuel et le culturel, des réalités sociologiques au rendez-vous des Vodou Days. Des pratiques identitaires pour un même objectif, la valorisation des rites et traditions du Bénin. Tout petit là, c'est Egou qui m'a sorti, qui m'a donné le nom. Madjakobadje, c'est un pacte. Donc je ne peux pas grandir aujourd'hui et dire que je ne suis pas dedans. C'est d'abord des sentiments de fierté parce que nous célébrons ainsi notre culture. Et la culture, c'est ce qui reste et demeure quand on a tout oublié. Aujourd'hui, je suis avec cette communauté pour célébrer la fête de Vodou parce que le chef de l'État a vu juste. Notre culture, c'est ça qui nous identifie. À une vingtaine de kilomètres plus loin, au pied de son Vaudon, le garant de la tradition et chef du village de Sonsoro invoque les manes des ancêtres. Prie pour le président Patrice Talon et la nation. Nos religions aussi, il faut qu'on puisse savoir ce que nous avons de meilleur, mieux développer ça, mieux faire connaître ça pour valoriser ce qui est à nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que le président a vu juste parce que nul ne peut se développer sans sa culture. Et voilà qui met donc un terme à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Mais avant tous ces rendez-vous, il y a bien d'autres rendez-vous à tenir sur la matinale 5 sur 7 matin. L'un d'entre eux, c'est bien sûr la revue des titres. Et c'est vous qui êtes toujours notre guide, Marcel Arrossi. Un tour d'horizon de l'actualité vu par les journaux que nous démarrons ce matin par le matinal. Absolument, le matinal, réussite des Vodou Days 2025, la touche particulière de la SGDS, explosion de gaz dans un magasin à Kpakpa, le gouvernement au chevet des victimes, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption invite à une enquête approfondie. La Nouvelle Tribune au Bénin, des interprétations qui mettent en cause la crédibilité du TOFA. Le comité des rites Vodou recadre finalement David Kofi Aza. L'événement précis, suite à ces interprétations du TOFA 2025 et à la polémique d'un troisième mandat, le comité des rites Vodou réagit et désapprouve Kofi Aza. Retour sur les propos du professeur David Kofi Aza sur TOFA 2025 et ses implications politique. Fou Bidiyakou, un signe de fa positif, clame Bokono Bemando Yom. Et puis, affaire tentative de coup d'État, toujours à la une de l'événement précis, le procès Boko Omeki s'ouvre le mardi 21 janvier 2025. La Nation, quotidien de service public, drame à Kpakpa, le gouvernement assure son soutien aux victimes. Polémique autour de l'interprétation du Bénin TOFA 2025, les mises au point du comité des rites Vodou, fraternité, réunion de crise des forces armées béninoises, une faiblesse structurelle majeure relevée. La tragédie du point triple doit servir de catalyseur pour le changement de paradigme. Jérôme Frumens Carlos, un don de la Providence, un hommage de Moïse Dosunmu
à lire aujourd'hui dans la parution du quotidien Fraternité. Le télégramme, installation des membres du Conseil économique et social des départements. L'honorable Zéphirin Kanyangde, élu coordonnateur du jour. L'armée analyse les circonstances de l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à une trentaine de soldats béninois. L'absence de coopération militaire entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger a été une des faiblesses du dispositif mis en place. L'emblème du jour, diverses interprétations du TOFA 2025, rétropédalage et camouflé selon l'emblème du jour. Bénin intelligent, tradition et constitution, le TOFA à l'épreuve de la République. Matin libre, interprétation tendancieuse du TOFA, Kofi Aza désavoué. Transformation industrielle, la G10, mais le Made in Bénin au cœur des Vodou-Days. L'économiste du Bénin, transactions mobiles et inclusion financière, Sergine Dioum satisfait des efforts de MTN Mobile Money au Bénin. Loi de finances gestion 2025, plus de 13 milliards de recettes à recouvrer au port autonome de Cotonou. Les 4 vérités, ce que l'on sait de la réunion de crise de l'armée après l'attaque du 8 janvier. Les corps seront confiés désormais aux parents des victimes. Les 4 vérités a fait 4 milliards de francs CFA disparus à la Direction générale des impôts il y a quelques années. Le procès de l'ex-régisseur Carlos Adorano s'ouvre le 20 janvier 2025. Voilà pour les titres. La revue de presse dans un instant. Merci Marcel. On vous retrouve donc en fin d'émission pour la revue de presse. 5 sur 7 matin, je poursuis. Mais avant une pause et on retrouve la suite de cette émission. Sur 7 matin, nous vous parlons ce matin du cycle préparatoire Marie-Stella, le CPMS, qui est un établissement autorisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin, qui forme les bacheliers en cycle préparatoire pour les grandes écoles d'ingénieurs en France. On vous donne davantage de précision à travers ce plateau. Et justement, en plateau avec moi, Madame Aline Adjibi Datou, elle est la directrice générale du CPMS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Amega. Comment allez-vous? Normalement, grâce. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Vous n'êtes pas seul sur le plateau. Vous êtes avec Madame Sandrine Triquet, chargée d'activité au sein du Carry Center. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Également, Émilie Delval, chargée d'activité également au sein du Carry Center, chargée d'accompagnement individuel. Elle est également coach. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir toutes sur ce plateau pour en savoir davantage, un peu plus, donc déjà sur le CPMS et ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est que le CPMS au-delà de ce que je viens de donner comme information? Merci, monsieur le journaliste. Le CPMS, cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella, est une opportunité pour les jeunes béninois, les jeunes béninois de la sous-région, bien sûr, qui souhaitent faire une formation en ingénierie et ceux qui ne veulent pas chômer après leur formation et qui veulent embrasser des métiers d'avenir. Et aussi pour les parents qui souhaitent que leurs enfants fassent une formation à l'international et qui puissent profiter de la présence du CPMS pour que les 2 premières années, ils puissent faire une formation qui se déroule en France, sur place, ici à Cotonou, tout en restant aux côtés de leurs parents. D'accord. Et depuis 2015, Junia, qui regroupe 3 grandes écoles d'ingénieurs à Lille en France, a signé un partenariat avec le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella, le CPMS. Donc, et dans le cadre de ce partenariat, le CPMS forme des bacheliers des séries scientifiques au Bénin durant le cycle préparatoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Madame Delval? Oui. Donc effectivement, nous, suite à la formation au Bénin, les étudiants arrivent chez nous en 3e année pour un cycle ingénieur de 3e, 4e et 5e année. Et donc le but, c'est de pouvoir les accompagner, nous en tout cas au sein du Carry Center, pour les accompagner durant toute la scolarité jusqu'à l'emploi. D'accord. Et fondamentalement, comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle?
Alors, notre rôle, il va consister à les recevoir soit dans le cadre d'un accompagnement individuel, par le biais d'ateliers aussi, parce qu'on va faire de la relecture de CV, on va les apprendre à pitcher, rechercher un stage, mais aussi les accompagner au travers du réseau des diplômés, qui est un réseau de plus de 32 000 étudiants, anciens étudiants, et du coup, on les accompagne par le biais... L'idée, c'est de les faire rencontrer un maximum d'entreprises et d'opportunités durant les années à venir. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça représente pour un étudiant de s'inscrire dans une grande école d'ingénieurs en France ? En France, le diplôme d'ingénieur est très reconnu. Nos entreprises partenaires sont très en recherche des talents qu'ont ces étudiants après les études. Le placement en entreprise est vraiment très facile pour nos étudiants et on est dans des secteurs où il y a une réelle demande des entreprises pour accueillir en tant que salariés ces futurs diplômés. D'accord. Madame Adibi Dato, pourquoi inscrire son ou ses enfants au CPMS ? Nous savons qu'aujourd'hui, notre pays, le Bénin, recherche de compétences dans les métiers innovants. Et nous n'avons pas toutes ces possibilités sur place. Et la plupart des parents et des jeunes aussi veulent aller étudier à l'étranger. Et ces bacheliers ont souvent 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont encore trop jeunes pour s'éloigner des parents. Alors nous, on offre cette opportunité de pouvoir faire le cycle préparatoire sur place ici. Et c'est pour ça qu'il est important pour les parents d'avoir les enfants à côté pour les encadrer, pour les suivre. Et pendant ces 2 années, ils mûrissent davantage et nous, on les encadre. C'est comme un pont entre le Bénin et les pays de l'étranger. Et là, nous les préparons tout en leur donnant la formation qu'ils peuvent faire quand ils sont à l'extérieur. Donc, ils ont tout intérêt à passer ces 2 années à nos côtés et suivre une formation très bien suivie. Et à la fin de ces 2 années, ils passent directement sans concours dans ces grandes écoles d'ingénieurs, nous les recommandons. D'accord. Et qui peut s'inscrire et comment le faire ? Oui, pour s'inscrire au CPMS, il faut être bachelier d'une série scientifique, essentiellement les séries C et D, et avoir de bonnes notes dans les matières maths, physique, et puis être très équilibré et souhaiter faire une formation d'ingénieur. Et on peut se rapprocher de notre école si non loin de Sika Toyota ou aller directement sur notre site web www.cpms.education et télécharger le formulaire d'inscription et le renvoyer à notre adresse contact@cpms.education contact@cpms.education. Et donc il y a aussi le contact téléphonique 01 62 72 10 72. Donc par tous ces moyens, on peut s'inscrire chez nous sans problème. D'accord. Alors, quelles sont les filières de formation possibles en cycle d'ingénieur ? Alors nous, on a 23 domaines de professionnalisation dans nos écoles. Donc, ça va de tout ce qui est numérique, informatique, électrotechnique, au BTP, en passant par la santé. Je pense que chacun peut retrouver une voie qui l'intéresse et qui lui sera porteuse. Voilà, c'est assez. On est vraiment dans tous les métiers qui sont en demande pour les entreprises et dans le monde de demain. Et est-ce que vous garantissez aujourd'hui l'emploi? Parce que c'est ça le principal enjeu. Est-ce que c'est certain qu'un enfant, qu'un apprenant qui suit ses cours déjà préparatoires, qui fait cette école d'ingénieur, est-ce que c'est évident qu'à la fin, cet apprenant-là aura un emploi? Alors, nous, on a un taux d'insertion qui est très très bon, qui se rapproche de 99%. Après, bien sûr, il faut que l'étudiant soit acteur aussi de son parcours, mais en tous les cas, tout l'accompagnement est fait pour qu'il puisse décrocher un emploi, un stage, toutes les opportunités possibles pour l'accompagner vers l'emploi. Quel est votre taux de réussite depuis que vous êtes engagé donc, dans ce processus d'accompagner les apprenants dans ce système? Sur les apprenants béninois?
Pas forcément. L'ensemble de nos étudiants sont placés au maximum parce qu'il y en a qui derrière font peut-être une autre formation ou poursuivent un peu leurs études après le master, mais tous se sont placés à moins de 5 mois et ils ont un emploi. D'accord. Même si je peux me permettre, les étudiants ont un stage de fin d'études à faire, un stage de 6 mois en entreprise, et très souvent, dès ce moment-là, ils signent le contrat avec l'entreprise et restent dans l'entreprise. D'accord. Madame Adibi Dato, est-ce que vous avez déjà des exemples de succès, des success stories qui ont pris part le CPMS? Bien sûr, nous sommes à notre 6e promotion. Il y a les 4 premières promotions qui sont déjà parties en France. La première promotion a terminé. Il y a 2 qui travaillent au Bénin et 2 qui travaillent en France et d'autres qui sont en 5e année. Donc, tout se passe très bien. Les parents témoignent énormément. Et aujourd'hui, la plupart de nos étudiants viennent des recommandations des anciens parents d'étudiants. Donc, tout se passe très bien. Le taux de réussite, c'est autour de 90 et 100%. Et ça prend 2 ans, c'est bien cela? Oui, nous faisons en 2 ans, mais quand je parle de taux de réussite, c'est même jusqu'à la fin de la formation, parce que quand nous accueillons les bacheliers pendant 2 ans, notre taux de réussite, c'est entre 95 et 100%, mais nous continuons de les accompagner, de les suivre jusqu'à la fin de leur formation, et le taux de réussite au bout des 5 années, elle est très très intéressante, il est très intéressant. Et nous avons le retour, les parents, nous sommes toujours en contact avec nos anciens étudiants et c'est eux qui nous envoient aujourd'hui les nouveaux bacheliers. D'accord. Madame Duval, quelles sont les assurances que vous donnez aujourd'hui aux parents? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont nombreux forcément à vous suivre et à se poser des questions. Quelles sont les assurances que vous donnez aux parents en ce qui concerne, on va dire, la trajectoire de leur progéniture quand elles vont s'inscrire pour ces progénitures-là, bien sûr, au cycle préparatoire dans une grande école d'ingénieurs? Quelles sont les assurances que vous leur donnez? Tu veux répondre? Les assurances, voilà. On est au Génia, on est 400 salariés en charge, voilà, et tous avec à cœur d'accompagner les étudiants. On a notamment un service international qui s'occupe de leur accueil quand ils arrivent en France, parce qu'on sait la difficulté que ça peut être parfois de trouver un logement, ce genre de choses. On met vraiment tout en œuvre pour que nos étudiants réussissent. C'est voilà, notre objectif principal. Bien entendu, après, c'est à l'étudiant à faire le job. Si, de manière certaine, si un étudiant est sérieux en cours et réalise l'ensemble des projets et des cours et du cursus et réussit ses examens, d'accord. Le succès est garanti. Vous avez évoqué un point, le logement, tout ce qui va avec. On sait que c'est un point important, fondamental. Comment est-ce que vous y prenez pour que les étudiants soient mis dans le... Alors, nous, au Career Center, c'est pas du tout notre... Nous, on s'occupe de l'accompagnement vers des internationaux vers l'emploi. Et on a un service relations internationales où il y a une dizaine de personnes qui sont en charge. Alors, je pense qu'ils sont accueillis dès qu'ils arrivent à la gare, ils sont accueillis. Et voilà, je vais laisser Nadine. En fait, les étudiants, déjà, dès la rentrée de la 2e année, ils sont accompagnés. Il y a eu une rencontre avec Campus France dès la rentrée pour leur donner toutes les informations. Et l'équipe qui est là maintenant, ils sont 4. Il y a 2 qui vont présenter toutes les étapes des formalités à remplir. Donc, ils sont accompagnés depuis le mois d'octobre jusqu'à leur arrivée en France. Et donc, leur présence ici à Cotonou, c'est aussi pour rassurer les parents, rassurer les étudiants et aussi consolider les relations avec les différents partenaires comme Campus France et aussi échanger avec les parents sur les enfants qui sont déjà partis, les anciens étudiants qui sont partis, pour leur donner des nouvelles et aussi voir un peu avec les enseignants d'ici le contenu du programme et l'évolution de leurs anciens étudiants. Très bien. Madame Alina Adibi Dato, merci beaucoup. Merci d'être passée sur 5 sur 7 matin. Vous êtes la directrice générale du CPMS, le cycle préparatoire Marie-Stella, qui est donc un établissement d'enseignement supérieur et de la recherche, qui est un établissement autorisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et qui forme les
les bacheliers en cycle préparatoire pour les grandes écoles d'ingénieurs. Sur ce plateau, vous étiez avec Émilie Delval, chargée d'accompagnement individuel, et Sandrine Triquet, chargée d'activité au sein du Career Center. Merci d'être passé dessus 5 sur 7 matin. On vous souhaite bon séjour et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, belle journée à vous également. 5 sur 7 matin, la suite c'est avec Alessandra Djotan pour sa chronique économie, avec elle on parlera de marque d'entreprise. Plus tard dans le forum de discussion, on s'intéressera à l'UEMOA lancé il y a 31 ans aujourd'hui. Mais entre-temps, on va retrouver Saint-Isque-Quinton au marché de viande. Vous allez le voir, c'est très intéressant. À tout de suite. Vous avez une idée géniale, révolutionnaire, qui peut vous lancer sur le chemin de la prospérité. Bien, vous devez penser à la protéger. Il existe des mécanismes qui vous permettent de breveter, de déposer votre marque. Et comment y parvenir? Alexandra, bonjour. Bonjour Emmanuel Amégan, bonjour chers téléspectateurs. Alors vous avez planté le décor, on s'intéresse ce matin à un élément du patrimoine immatériel de l'entreprise, il s'agit de la marque. Alors à propos, justement, si vous êtes entrepreneur et que votre marque n'est pas protégée, sachez que c'est un risque, puisque vous offrez à vos concurrents la possibilité de s'en emparer et de bénéficier de vos efforts à bon compte. Alors pourquoi protéger la marque et comment la protéger? C'est de cela qu'on parle ce matin avec notre invité, Ayaba Kenom, conseil en propriété intellectuelle auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Madame Kenom, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Et déjà, dites-nous, c'est quoi une marque? Quand on parle de marque, à quoi fait-on référence? Alors, une marque, c'est un signe distinctif dont une entreprise peut se servir pour distinguer ses produits et ses services de ceux de ses concurrents sur le marché. Et peuvent servir de marque des dessins, des logos, des noms, même un slogan aussi, ça peut être enregistré en tant que marque. Un slogan peut servir de marque. Un slogan, c'est parfois une phrase. Oui. Et donc, ça dit que ce n'est pas juste un mot. Non, justement. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est important de protéger la marque? Alors, c'est important de protéger la marque parce que si vous ne protégez pas votre marque simplement au plan juridique, elle ne vous appartient pas. C'est l'enregistrement, la protection qui vous confère le droit de propriété sur votre marque. Donc, lorsque vous créez votre marque, vous l'utilisez. Tant que vous ne l'enregistrez pas juridiquement parlant, elle ne vous appartient pas encore. Quand on parle de l'enregistrer, cela se passe comment? Au Bénin, qui est membre de l'OAPI, la protection des marques est régie par l'accord de Bangui, et l'organisation qui s'en occupe justement, c'est l'OAPI. Alors, les demandes sont introduites auprès de l'OAPI qui fait les vérifications nécessaires parce qu'avant d'être enregistrée, une marque doit remplir certaines conditions. Donc il y a une étude qui est faite et lorsque la marque remplit toutes les conditions, l'OAPI procède à l'enregistrement. Donc ça permet de déclarer que telle marque appartient officiellement à telle personne. Et aussi pour protéger l'entreprise qui veut protéger sa marque peut la protéger au plan de l'OAPI parce que bon, quand vous protégez au Bénin systématiquement, c'est protégé dans les 17 États membres de l'OAPI, puisque le Bénin est membre de l'OAPI. Et l'entreprise peut également opter pour une protection à l'international, toujours via l'OAPI par le système de Madrid. Et l'idée générale, c'est de lancer la protection dans les espaces géographiques où l'entreprise souhaite utiliser la marque. Et à ce niveau, quelle instance prend le relais? Puisque l'OAPI est sous-régional, quand on veut aller au-delà, quelle instance, quelle institution prend le relais et accorde cet enregistrement ou cette autorisation? Chaque pays concerné donne son accord. Alors comment ça se passe? La demande, même internationale, est toujours introduite auprès de l'OAPI. Et l'OAPI envoie cette demande-là vers l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mais l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ne délivre pas de titre.
et ils vont juste se contenter d'éclater la demande vers les différents pays qui ont été désignés lors de la demande à l'international. Et ces différents pays-là, chacun va apprécier la demande et envoyer sa réponse favorable ou défavorable qui sera transmise à l'OAPI et l'OAPI transmet la réponse aux demandeurs. Alors, ne pas enregistrer sa marque, c'est un risque. Y a-t-il d'autres moyens de protection de la marque au-delà de l'enregistrement dont vous venez de parler? Non. Alors, l'enregistrement, lui seul, constitue le principal moyen pour protéger cette marque-là. Il faut dire qu'à l'international, quand même, il y a eu de nombreux procès et chaque année, on en enregistre d'ailleurs. J'ai cette illustration qui nous amène hors de l'Afrique. Alors, on parle de Milka du groupe Kraft Jacob Suchat. C'est une entreprise qui distribue du lait. Et donc, cette Milka du groupe a donc proposé à la propriétaire de l'adresse internationale milka.fr 10 000 € pour acheter ce nom de domaine. Et donc, le groupe existe, mais entre-temps, c'est que le même nom est exploité sur Internet, en ligne, toujours pour un produit laitier par une autre personne. Et donc, le groupe a tenté de racheter cela, mais l'utilisatrice de l'adresse a préféré porter plainte contre l'entreprise et lui a demandé en retour 80 000 € de dommages et d'intérêts pour utilisation dégradante de son nom. Vous voyez que c'est donc une affaire de gros sous, apparemment, hors du Bénin. Qu'en est-il quand on revient au niveau national? Est-ce qu'il y a eu des situations quand même qui permettent de cerner l'importance de faire enregistrer cet élément-là du patrimoine immatériel de l'entreprise? Est-ce qu'on a déjà connu par le passé des procès ou quand même des situations dont on peut se servir pour illustrer? Il y en a, mais je me demande si c'est le lieu de citer des cas précis. Je ne vais pas trop me lancer dans ça. On va faire sans citer de nom. Mais les cas dont vous avez connaissance, comment... Déjà, avant de revenir sur les cas, par rapport à l'exemple que vous avez donné, je vais apporter une petite clarification. D'accord. Parce que dans l'exemple que vous avez donné, vous avez parlé des noms de domaines qui sont à distinguer des marques. C'est deux domaines différents, deux domaines de protection différents. Et je profite pour glisser aux entreprises que ça fait partie des stratégies d'entreprise. Quand vous protégez votre marque, il faut chercher à protéger en même temps le nom commercial associé à l'entreprise et le nom de domaine que vous pensez utiliser pour l'entreprise. Là, ça fait trois choses. Oui. Sinon, vous vous retrouvez dans les cas comme l'exemple que vous avez cité. Vous utilisez une marque, un nom en tant que marque, et vous apprenez que quelqu'un d'autre l'utilise en tant que nom de domaine. Ce qui crée une confusion déjà sur le marché. Et quand il y a confusion dans l'esprit du consommateur lambda sur le marché, forcément, ça vous crée des manques à gagner parce qu'il y aura forcément une partie de la clientèle qui va associer l'autre à vous. Or, ce n'est pas le cas. Alors, pour revenir à la question que vous avez posée, je vais vous demander de me la rappeler. Dans notre contexte socio-culturel au Bénin, est-ce que l'importance de protéger la marque est déjà bien cernée? A-t-on connu, quand on se réfère à l'histoire, des situations où chacun a essayé de tirer le drap de son côté, défendant un nom qui, entre-temps, est déjà exploité par quelqu'un d'autre? Ok, oui. Mais là, je vais donner un exemple. C'était plutôt en matière de nom commercial. D'accord. Et il y avait quelqu'un qui avait son nom commercial qui l'utilisait, mais il n'a pas enregistré ce nom commercial-là. Il s'est fait que quelqu'un d'autre a pris le nom, l'a enregistré, a laissé les délais de recours. Parce qu'il y a des délais de recours quand vous lancez une protection. En fait, quand vous demandez la protection, il y a un peu comme en griffe, une publication de banc, où c'est annoncé de façon publique que telle personne est en train de demander l'enregistrement de tel nom, de telle marque, d'un brevet sur tel. Donc, si quelqu'un se réclame être propriétaire de ça, la personne peut tout de suite faire opposition. D'accord. Et il y a des délais. Donc, celui qui a usurpé, en fait, il a lancé la protection, il a laissé les délais de recours passer. L'autre était dans son coin, totalement ignorant de ce qui se tramait. Et une fois que les délais de recours sont passés, il lui a envoyé un huissier
pour lui demander de cesser l'utilisation du nom parce que désormais ça lui appartient. Et il faut savoir que dans le droit de la propriété intellectuelle au API, c'est le premier arrivé qui est propriétaire. Donc si vous utilisez, vous n'avez pas protégé, quelqu'un d'autre passe par derrière, protège de façon légale. Quand les voies de recours, les délais de recours sont passés, c'est celui qui a protégé qui est le propriétaire. C'est donc un peu comme en matière de terre, lorsque tu sécurises avec un titre foncier en premier, on te délègue la propriété au détriment de cette personne-là, ce propriétaire qui n'a pas entre-temps pensé à sécuriser sa propriété. Ben, on va rappeler quelles sont les conséquences de la non-protection d'une marque. On va les rappeler très rapidement. Alors déjà, quand vous ne protégez pas votre marque, juridiquement parlant, la marque ne vous appartient pas. Ce qui emporte comme conséquence logique que lorsque quelqu'un d'autre s'approprie votre marque, vous n'avez pas de base légale pour agir contre cette personne-là. A contrario, c'est la protection qui vous permettra. Alors je précise, parce que beaucoup pensent que une fois que j'ai protégé, l'OAPI a le devoir, ou le conseil en propriété industrielle qui m'a accompagné a le devoir de surveiller ma marque. Beaucoup pensent que une fois que j'ai protégé, alors c'est impossible qu'il y ait contrefaçon. Justement, ce n'est pas le cas. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui achète sa moto. Il a acheté la moto, c'est pour lui, il a les papiers. Mais s'il laisse ça dehors, on peut voler. C'est pareil. Donc, en cas de vol de marque, de contrefaçon et consorts, c'est celui qui a protégé qui aura maintenant le droit d'agir contre le contrefacteur pour réclamer justice. Mais celui qui n'a pas protégé ne pourra rien faire justement, il sera lésé. Et là, il y a une innovation de loi pays qui me paraît important de préciser, c'est la façon dont sont déterminés les dommages-intérêts en cas de contrefaçon. Parce que déjà, on ne va pas se contenter d'intimer à l'utilisateur de cesser, mais en plus, il doit vous dédommager. Et la manière dont il vous dédommage, on tient compte non seulement du manque à gagner occasionné chez vous, mais également du montant des recettes que lui a opéré grâce à l'utilisation de votre marque. Ce qui signifie que si votre propre marque, avec vous-même votre propre marque, vous faisiez par exemple un chiffre d'affaires journalier de 50 000 et que lui, il est très performant, il utilise votre marque et en une journée, il arrive à vendre pour 500 000. Pour vous dédommager, ça fera vos 50 000 plus les 500 000. Plus les 500 000 francs. Wow. C'est pour cela que je disais que c'est une affaire de gros sous apparemment quand l'entreprise réussit à décoller. Alors, vous avez parlé du risque de ne pas pouvoir prétendre être le propriétaire de cette marque-là quand on ne protège pas la marque. Y a-t-il autre aspect? Oui. Lorsque vous ne protégez pas votre marque, par exemple, vous êtes limité dans les opérations que vous pouvez faire avec la marque en question. Quel genre d'opération? Notamment le franchissage ou bien même les accords de licence. Lorsque vous avez protégé, vous pouvez consentir des licences. Vous pouvez vendre. Et quand vous protégez, cela confère une valeur ajoutée. Parce qu'une entreprise qui veut utiliser votre marque, bon là on va un peu rentrer dans les stratégies d'affaires. Allons-y très rapidement. Ok. Une grande entreprise par exemple peut être intéressée par votre marque. Peut-être l'entreprise voit que vous faites dans des produits naturels qui marchent quand même bien sur le marché. Et elle, dans cette stratégie d'affaires, elle a envie de se développer dans ce domaine-là. Elle ne voudra pas forcément commencer de zéro. Très généralement, les grandes entreprises préfèrent acheter des petites marques qui ont quand même l'avenir devant elles ou faire des contrats de licence avec. Oui. Voilà. Donc, lorsque vous n'avez pas protégé, vous ne pouvez pas vous lancer dans ce genre d'opération. Voilà, ce genre d'opération. Parce que
l'entreprise en question qui est intéressée par votre marque, forcément vous demandera de procéder à la protection pour elle derrière garantir les intérêts économiques qu'elle pourchasse à travers l'utilisation de votre marque. On pourrait illustrer avec nos brasseries au niveau pays qui rachètent les licences des produits dans le genre de Coca-Cola par exemple qui réexploitent cette licence-là. Oui, c'est un exemple parce que c'est un produit suffisamment boisson. D'accord. Allons-y. Et donc, en dehors de ça, y a-t-il une autre conséquence? D'accord. Par contre, moi j'ai une question. On se rend compte aujourd'hui que généralement les grandes marques, les grosses marques, surtout au niveau vestimentaire à l'international, il y a tellement de contrefaçons, on ne connaît même pas les contrefacteurs. Je peux rester chez moi, coudre une tenue, flanquer un logo d'une grande marque à l'international. Je vends ici à Cotonou, c'est ni vu ni connu. Comment est-ce que je fais? C'est un manque à gagner aussi pour la marque, n'est-ce pas? Comment elle fait pour traquer les contrefacteurs? Ok. Souvent, les grandes marques du moins utilisent ce qu'on appelle la veille. Elles font la veille pour surveiller le marché. Donc, quand vous voyez des pays comme le Bénin, où beaucoup de contrefaçons circulent, c'est souvent qu'elles n'ont pas un véritable enjeu économique au Bénin. Sinon, sous d'autres choses, ça ne se passe pas. Lorsque vous allez dans les rayons ailleurs à l'international, c'est presque impossible de voir de la contrefaçon. Et on est obligé d'acheter l'original. Parce que ça représente un gros marché. Et donc, on parle de gros sous. Et généralement, on se rend compte aussi que lorsqu'il y a une marque qui marche, des contrefacteurs peuvent retirer une lettre et remplacer par une autre. Je donne un exemple à tout hasard, et là je suis obligé malheureusement de citer un nom de marque bien connu, Adidas par exemple. On enlève un des D ou on enlève les D, ça devient Abibas ou voilà, on essaie de jouer sur les noms, mais on se rend compte que c'est le logo de la marque en question. Est-ce que dès lors c'est toujours la même marque ou ça devient une autre marque? C'est la contrefaçon. Toujours la contrefaçon. Oui, parce que quand vous protégez non seulement votre marque à l'identique est protégée, mais tout ce qui pourrait ressembler à ça est protégé. Parce que l'idée de la protection, c'est d'éviter qu'il y ait confusion dans l'esprit du consommateur. Et si quelqu'un vient causer cette confusion-là, que vous puissiez vous défendre. Donc, si votre marque Adidas est protégée, ce n'est pas seulement ceux qui vont reproduire Adidas à l'identique qui seront contrefacteurs, non? D'accord. Tous ceux qui vont faire même dans de la parodie tomberont sous le coup de la loi. Alors, Madame Cunom, comment une entreprise peut-elle justement surveiller sa marque, surveiller et défendre sa marque? Bon, pour la surveillance, certaines entreprises, selon la taille, peuvent avoir en leur sein un service de la propriété intellectuelle avec un conseil en propriété intellectuelle, ou conseil en propriété industrielle du moins, qui s'occupe de ce volet-là. Mais une entreprise qui n'a pas cette capacité-là peut externaliser en recourant à un cabinet de conseil en propriété industrielle pour la surveillance de... Et ce cabinet là fera le travail. Alors, pour finir, quels conseils donneriez-vous aux entreprises souhaitant protéger leur marque? Déjà, ça coûte de l'argent, le processus, énormément. C'est relatif. D'accord. Et pour les petits producteurs, d'accord, je suis néo-entrepreneur ou primo-entrepreneur, je n'ai pas forcément encore atteint le chiffre d'affaires qu'il faut pour m'engager dans ce processus-là, mais j'ai une idée révolutionnaire. Je vois que l'idée marche. Comment est-ce que je fais? Bon. Là, nous sommes sur à vos lèvres, Madame Cunom. Oui, parce que je ne veux pas dire d'entrée de jeu qu'il y aura, qu'il y a des accompagnements financiers qui sont prévus. Surtout, c'est ça même le but des startups. Les startups, c'est donc, on va dire, arriver à trouver une idée qui est prometteuse et qui peut être révolutionnaire, qui change vraiment le quotidien des gens et qui a un gros potentiel. C'est en cela qu'on parle du start-up. Et généralement, au début, les start-up n'ont pas forcément de moyens.
Effectivement. Là, ça m'amène à faire une petite précision déjà. Et au niveau des titres de propriété industrielle, il y a les brevets qui sont subventionnés. D'accord. Les brevets sont subventionnés dans le but d'encourager la recherche et tout ça. Ce n'est pas trop le cas des marques. Alors, une petite entreprise qui vient de démarrer, qui n'a pas les moyens, ce que moi je peux conseiller, c'est d'inclure le montant de la protection dans son business plan déjà, dans sa recherche de financement, pour ne pas être confronté à ce problème-là plus tard. Parce que, qu'on le veuille ou non, la protection, l'idéal c'est de la faire avant même de commencer l'utilisation. Parce que tel que vous l'avez dit à un moment donné, quand ça marche, les gens commencent par copier. Et si vous n'avez pas encore protégé, souvent c'est déjà tard. On parle en termes de millions pour la protection au Bénin? Non. Donc c'est relativement... Oui, c'est bon. Je pense que tout entrepreneur intéressé pourra s'orienter vers les services d'un conseil en la matière pour être suffisamment informé. Ce sera donc tout, Madame Ayaba Kenom. Vous êtes conseil en propriété intellectuelle auprès de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Avec vous, nous avons donc parlé de l'importance de la défense des marques d'entreprise. Herman Namégan, ce sera tout pour la chronique économique de ce matin. Merci Alexandra, on se retrouve mardi prochain, c'est cela? Mercredi prochain. Mercredi prochain, dans exactement une semaine. Pour une autre thématique. Pour une autre thématique. Merci Madame Kenom et à très bientôt. Merci. Alors Madame ou Mesdames, je vous emmène au marché, si vous le voulez bien. Allons-y. Au marché de viande. À la boucherie, et c'est Saint-Tiche qui nous y conduit, pas pour aller commercialiser, hein, tenez-vous tranquille. Elle nous fait entrer dans le quotidien de ces personnes qui, chaque jour, nous permettent d'avoir dans notre assiette de la protéine animale. Les bouchers alors. Les bouchers. Allons-y, tout de suite. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre rubrique au marché. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la boucherie, à la charcuterie si vous voulez. Nous sommes au marché de Gonri, le marché moderne de Gonri. Nous sommes avec un charcutier, il s'appelle Sonayon. Il va nous dire comment il va chercher les viandes, comment il s'approvisionne, les prix de ses aliments. Et nous saurons tout sur la boucherie. Bonjour monsieur Sonayon. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Un boucher c'est quoi? Il fait quoi un boucher? Le boucher c'est celui qui tue la viande et vend la viande. Et vend la viande de bœuf, viande de mouton, toute la viande. Ici là actuellement nous avons quelle variété de viande? Je vois la viande de bœuf, il y a encore autre. Ici là c'est la viande de bœuf, celle qui est ici maintenant. Où est-ce que vous allez chercher cette viande là que les gens viennent acheter? Oui, tous les matins on partira à Abattoir pour aller prendre la viande. Abattoir qui est à Papa? Oui, qui est à Papa. Pour aller à Abattoir, on peut aller à 7 heures comme ça, pour vite arriver au marché quoi, pour vendre. Et quand vous prenez la viande, vous quittez ici à quelle heure? Comment se passe la vente? Racontez-nous un peu votre journée. Si on est arrivé ici là, on rentre vers 20 heures comme ça. Le kilo de la viande est à combien? Non, chez moi, le kilo de la viande c'est à 3000, je vends 100 aussi. Et avec coche c'est à 2500. Le mouton c'est à 3500 sans peau. Et avec peau c'est à 3500 aussi. Je vous souhaite une bonne vente et merci de nous faire découvrir votre univers. Oui, merci beaucoup madame. Oui, bonne journée à vous. Merci, pareil. Alors, ce n'est pas fini pour ce qui concerne les viandes, la boucherie. Juste derrière moi, il y a un autre monsieur qui propose les serviettes, les foies et autres. Nous allons tout de suite à la découverte ensemble. Alors, on est avec monsieur Hubert Aguemon. Vous allez nous dire ce que vous vendez. Vous vendez quoi? Les abats de bœuf. C'est quoi les abats de bœuf? Les intestins, tout ce qui restait dans au ventre du bœuf là. Par exemple, les intestins, le poumon, le gros intestin, foie, les rognons
congélateur, même la laque de bœuf. Même la laque et les tripes de bœuf aussi. Ça là, les gens aussi viennent acheter tout ça? Qui sont les clients qui viennent acheter les abats? Surtout les femmes qui vendent les yams pilés là. Elles font la sauce arachide. Enlever les serviettes là, c'est un peu difficile pour nous aujourd'hui. Parce qu'avant, notre ancien marché là, on utilisait avec la gaz. Aujourd'hui, il nous a révisé de ne pas faire le gaz. Maintenant, c'est difficile pour faire maintenant. Parce que l'eau chaude ne fait pas rapidement. L'eau chaude là ne fait pas rapidement. C'est le problème que vous avez. Le problème que nous avons, nous qui vendons les abats de bœuf là, c'est le problème que nous avons maintenant. Avec votre travail que vous faites, le travail que vous faites, vous arrivez à nourrir votre famille, vos enfants? Oui, ça va un peu. Mais les clients, il faut que les clients viennent acheter, ça va aller. Dites-nous, quand vous n'arrivez pas à finir de vendre la viande là, comment est-ce que vous conservez? Bon, le président a autorisé d'avoir un congélateur et puis on met la fraîcheur, on met dans la fraîcheur, puis nous sommes bien. Quand la viande doit en avoir la fraîcheur. Parce que s'il n'y a pas la fraîcheur, la viande se gâte vite. La viande n'aime pas trop de chaleur. Si on tue un bœuf, bon, on peut faire 3 à 4 jours avant de finir. Ça dépend de la grosseur de bœuf. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez vu avec nous, on a vu toutes sortes de viande, de bœuf, de moutons, les abats de bœuf et autres. Et leur véritable problème actuellement, c'est juste du côté de ceux qui vendent les abats de bœuf, qui suggèrent ou qui proposent une autre forme pour pouvoir enlever la peau des serviettes. Ce sera tout pour au marché d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre marché avec d'autres produits locaux. Bye bye! Merci donc à Saint-Isch-Quincampoix, à Igor Ayoso qui était donc à la boucherie. 5 sur 7 matin, allez, on installe le forum de discussion, le débat matinal autour de la table, 2 francs-parleurs. À tout de suite. « 5 sur 7 matin, ce mercredi, on s'intéresse à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lancée en 1994, l'UEMOA apparaît comme un outil d'intégration dans une région qui n'est pourtant pas épargnée par les crises, qu'elles soient politiques, économiques ou institutionnelles. Aujourd'hui, l'objectif est d'être plus proche des préoccupations quotidiennes des populations. 31 ans après sa création, l'UEMOA se présente-t-elle comme un modèle de réussite? Est-elle une zone économique dynamique? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table Armel de Soukago, journaliste, membre du réseau des journalistes de l'UEMOA. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Le plaisir est partagé. En face de vous, ce matin, Aaron Akinosho, il est journaliste spécialiste des questions économiques, directeur éditorial de AG Media Consulting. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Ça fait plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Ici. Alors, avant d'entrer de plein pied dans le débat, on va voir ce reportage que nous propose Marcel Arrossi. Ça a été réalisé à l'occasion des 30 ans de l'institution de l'UEMOA. C'était donc juste l'année dernière. On retrouve Marcel Arrossi et on revient derrière pour analyser les éléments d'appréciation. 1994-2024. 30 ans de vie pour l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Tout commence à Dakar, où les chefs d'État et de gouvernement signent son acte de naissance. L'Union économique et monétaire ouest-africaine avait comme principal objectif d'améliorer les conditions de vie de ces populations, d'améliorer le mieux-être, le bien-être de ces populations,
C'était l'objectif fondamental qui était fixé donc par les pères fondateurs et par le traité de notre Union. On signe le traité donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc qui vise à compléter l'intégration monétaire et financière qui existait et dont le socle était la monnaie, compléter ce dispositif avec une intégration économique, commerciale et une intégration de politiques économiques globales. De tout temps, l'organe suprême de l'UEMOA, qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, œuvre pour le renforcement de la convergence et l'accélération de la croissance économique dans chacun des États membres. L'institution d'un mécanisme de la surveillance multilatérale a été fondamentale. Il a été mis en place dans le cadre du processus d'approfondissement de l'intégration entre les membres de l'UEMOA, avec pour but principal d'assurer la coordination des politiques économiques des États membres de l'Union, notamment en assurant une cohérence optimale entre les politiques budgétaires qui, elles, sont décentralisées et la politique monétaire qui est commune. Au titre des dernières innovations, la mise en place d'une plateforme média pour garantir une bonne communication sur les actions de l'UEMOA. Mais là, nous avons encore de grands défis parce que vous devez déjà savoir que la CEDEAO, l'UEMOA, toutes ces institutions commencent à avoir des problèmes de légitimité parce que les citoyens de ces espaces ne sont pas suffisamment informés sur ce qui se fait, alors qu'il y a de gros travail qui est en train d'être fait. Et donc c'est là où se trouve réellement le rôle des journalistes. Nous devons travailler à ce que nos citoyens soient suffisamment informés sur ce qui se fait. Et ce travail ne doit pas se limiter à un travail que nous faisons déjà en langue française ou en langue étrangère si vous voulez, mais nous devons aller au-delà et commencer par utiliser beaucoup plus les langues de chez nous. Ces 30 années d'existence représentent aussi pour l'UEMOA une expérience d'intégration résiliente face aux multiples chocs exogènes. Dans un contexte de crise multiple, nos économies se sont montrées quand même résilientes. Et c'est vrai qu'en 2020, il y a eu une baisse de notre taux de croissance, à l'instar de ce qui s'est passé en fait dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais dès 2021, nous avons connu un taux de croissance quand même de 5%. Donc c'est un rebond pour nous. Et tout ça, on le doit en fait à la stabilité d'un cadre macroéconomique et aux efforts qui sont faits par nos pays. Nous avons fait face à des chocs multiples ces dernières années. Nous avons besoin de réfléchir, de nous donner des moyens de pouvoir gérer ces chocs-là, de pouvoir les absorber. Et ça nécessite une réflexion sur la mise en place d'un fonds de stabilisation macroéconomique pour ne pas que nous soyons totalement déstabilisés s'il y a des chocs qui apparaissent, parce qu'il y a certains chocs qui sont là qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que demain sera. Jusque-là, la monnaie commune aux 140 millions d'habitants de l'UEMOA demeure le franc CFA, dont l'avenir suscite encore beaucoup de débats. Ahmed Osokago, on parle de l'UEMOA lancé en 1994, donc il y a tout juste 31 ans, le 10 janvier dernier. L'institution a célébré donc ses 31 ans. Que reste-t-il, d'accord, de l'idéal panafricain illustré donc par les pères fondateurs de cette zone économique là aujourd'hui? Quand vous dites que reste-t-il, c'est un peu comme si tout est parti et que tout n'est pas parti. Bien au contraire, je crois que l'UEMOA... Que reste-t-il, une façon de dire, est-ce que l'idéal est toujours en place? Mais bien sûr que l'idéal est en place. Je crois que l'UEMOA, c'est ceux qui l'ont pensé. Moi, je trouve qu'ils ont eu une idée géniale. Et il ne faut pas oublier que c'est venu dans un contexte de dévaluation du franc CFA où nos économies ne pouvaient pas tenir dans le temps ne pouvait pas tenir pour toujours nous garantir la stabilité que le franc CFA a connue avant la dévaluation. Et il fallait faire quelque chose pour garder cette stabilité. Et donc c'est pour ça que l'UEMOA a été créé. Aujourd'hui, l'UEMOA, non seulement c'est un outil d'intégration régionale, mais c'est beaucoup plus un instrument de stabilisation de nos économies qui permet la stabilisation de notre monnaie, ce qui est quelque chose de très intéressant. Et pour nous, vous devez savoir qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dit, c'est que nous avons une monnaie qui est très stable, ce qui est très intéressant pour nous tous. Alors, à Kilocho, que pèse l'UEMOA face à d'autres zones économiques en Afrique et dans le monde? Déjà, il faut partir du postulat que l'UEMOA, c'est quand même une population de plus de 100 millions de personnes en cumulé. Ça permet quand même d'exister
à côté du mastodonte nigérian que nous avons. Derrière, lui, il y a des outils comme la BRVM par exemple, qui a connu une progression, je l'avais dit tout à l'heure, en offre de 1103% sur les 26 ans d'existence. Donc c'est quand même un super outil boursier. Mais la vraie force de l'UEMOA, pour moi, ce n'est même pas tellement dans ces indicateurs macro-là, c'est dans les règles qui les sous-tendent, à savoir les 3 critères. La nécessité de maintenir le déficit budgétaire en dessous de moins 3%, l'inflation en dessous de 3%, et le ratio dette PIB dans une limite de 70%. Ces 3 critères-là permettent qu'on ait une certaine stabilité. Alors après, il y a des choses dont on peut discuter. Est-ce que le ratio dette PIB, par exemple, est adéquat? C'est des sujets. Certains trouvent que nos économies sont sous-endettées. Et donc ça favorise c'est des débats. Mais il faut quand même reconnaître à l'UEMOA cette force-là. C'est quand même va maintenir certaines formes de convergence. Et pour donner une ordre d'idée, la BRVM sur l'année dernière, c'est une croissance de près de 29%, 28,80 exactement. Donc c'est des outils qui sont en place, et donc oui, on existe par rapport à la CEMAC. Je pense qu'on fait mieux que la CEMAC, et on existe par rapport aux autres blocs. Donc, Alors l'un des objectifs principaux donc, de l'UEMOA, c'était de favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Cette libre circulation des personnes et des biens, est-ce qu'une réalité aujourd'hui ou c'est juste un leurre? Je n'aime pas les extrêmes. On ne va pas parler de l'heure. On ne va pas parler de l'heure. Pour qui va à Abidjan, à Dakar, je ne vais pas dire Niamey parce que ça évolue un peu en ce moment, à Lomé, il y a la possibilité quand même de circuler. Maintenant, derrière, il y a des enjeux. La libre circulation et bien des personnes parfaites n'existe pas. Nous avons eu l'occasion de le vérifier avec le Brexit, où même des grandes puissances ont ce type de problème. Maintenant, c'est vrai que sur la circulation des biens, surtout, on peut faire mieux. Ça, il faut être honnête. Mais cela ne remet pas en cause les fondamentaux de cette zone-là et les efforts qui sont faits justement pour que cette intégration se poursuive. D'accord. Alors, par rapport à d'autres unions dans le monde, la plus dynamique d'ailleurs, on en est très loin, on est d'accord, on parle de l'Union européenne. En termes de libre circulation des personnes et des biens, c'est ce qu'on pourrait appeler une libre circulation des personnes et des biens, circuler en toute liberté, traverser une frontière ou une autre sans avoir à être interpellé par des policiers, sans avoir à être accolé par X ou Y, sans que chaque 100 mètres on vous demande de l'argent. En termes de libre circulation des personnes et des biens, est-ce qu'on ne peut pas quand même faire légèrement mieux? Non, c'est clair. En 31 ans. Non, mais Aaron l'a dit, c'est clair qu'on doit faire mieux. Et ça, ce n'est pas forcément... on ne peut pas atteindre un niveau de perfection à ce niveau-là, parce qu'il y aura toujours, quel que soit ce qu'on va mettre en place, il y aura toujours des forces de l'ordre indélicats qui vont essayer de faire des choses. Mais au-delà de ça, la libre circulation des biens et des personnes, je ne pense pas que ça s'arrête seulement au fait qu'on peut traverser les frontières librement. Mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous avez un diplôme aujourd'hui dans un pays de l'UEMOA, vous pouvez aller facilement vous inscrire avec le même diplôme. Oui. Il y a une certaine harmonisation à ce niveau-là. Oui. Lorsque vous exercez un métier libre ici, vous n'avez pas de difficulté à aller exercer le métier dans un autre pays, par exemple. C'est aussi ça la liberté, la libre circulation des biens et des personnes. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu, qui font que je crois que c'est déjà intéressant ce que nous vivons. On doit pouvoir faire ça pour le bien des citoyens. Je voudrais ajouter, avant de finir, qu'il y a aussi, après les 70% d'endettement, les taux de 3% au plus pour l'inflation, il y a aussi les 35% pour la masse salariale par rapport au PIB. Et ces critères permettent, parce qu'avant ces critères, chaque État essayait de gérer son économie comme il le veut. Aujourd'hui, on a harmonisé et on sait que lorsque vous êtes dans la zone franc, c'est que vous ne devez pas dépasser ces normes-là, vous devez respecter ces normes-là, ce qui permet à toutes les économies d'être plus ou moins au même niveau. Et c'est ça qui permet, d'une manière ou d'une autre, de soutenir la monnaie que nous utilisons dans la sous-région. Alors Aaron, je voudrais quand même qu'on s'attarde toujours un peu plus sur la question d'intégration. On sait qu'il n'y a pas d'intégration sans des États qui acceptent de concéder quand même une part de leur souveraineté. Est-ce qu'on n'est pas un peu loin du compte de ce point de vue-là? C'est-à-dire en termes d'intégration aujourd'hui, tous les États veulent garder presque leur souveraineté, ils ne veulent pas concéder une part de leur souveraineté. Je pense. C'est un débat qui est intéressant. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 31 ans, on a tous compris l'intérêt d'avancer ensemble plutôt que chacun de faire cavalier seul. En acceptant déjà, en se soumettant à ces règles-là, les critères de base,
c'est quand même déjà on fait une concession. Parce que chaque État pourrait dire pourquoi est-ce qu'on veut que je m'endette en dessous de 70% et pas. Donc il y a déjà comme des efforts qui sont faits. Donc moi je ne vois pas tellement en termes de, comment dire ça, d'abandon de la souveraineté. Je le vois en termes de, comment dire ça, de perception d'un intérêt commun. De mon intérêt commun. Et si vous demandez aux gens qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont mieux avec l'UEMOA que sans l'UEMOA du tout. Et ça, si vous posez cette question, la belle preuve, c'est que, bon, je vais être un peu provocateur, le pays qu'on a travaillé sur ces sujets-là, c'est quand même le Sénégal, avec un gouvernement souverainiste, tout ça, et ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé parce que, bah, ça ne va pas bouger de cette façon-là, en fait. Et dernier point, d'ailleurs, peut-être un coup dans un cercueil, nous avons avec certains de nos voisins aujourd'hui des tensions et tout le reste. On a quand même des voisins qui viennent de sortir de la CEDEAO. Il faut quand même remarquer qu'ils ne sont pas encore sortis de l'UEMOA. Et la dernière fois qu'on a vérifié... Ils viennent sans doute. Non, la dernière fois qu'on a vérifié, ils continuent de mettre des emprunts obligataires et des bons du trésor sur le marché commun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose dont on ne sort pas aussi facilement que ça parce qu'en 31 ans, on a eu de la stabilité. On a eu la possibilité de s'entrefinancer parce que les bons du trésor quand même, ou les obligations, c'est quand même de l'argent qui va tourner nos économies. Et donc, je sais qu'on vient à une époque où c'est plus sexy entre griffes de casser. Mais je pense qu'il faut sortir des révoltes adolescentes. Et aujourd'hui, lui et moi, un outil qui faut peut-être penser à réformer sur 2 ou 3 aspects. Mais il faut sortir des révoltes adolescentes. Justement, attardons-nous un peu sur ces voisins aujourd'hui qui sont en train de claquer la porte de la CEDEAO, qui sont toujours, qui demeurent toujours dans l'UEMOA, pardon, tout de même. Est-ce que ce n'est pas encore pour une question de temps, le temps justement de finaliser l'Alliance des États du Sahel, parce qu'il parle d'émission d'une monnaie commune déjà au sein de l'Alliance des États du Sahel. Vous savez, en économie, il faut s'attarder sur le temps long. Sur le temps long, et sans vouloir insulter quiconque, les troubles que nous avons eus, qui ont abouti à la situation que nous avons, sont à l'échelle du temps un épiphénomène. On verra si ça se maintiendra dans la durée. Mais dans la durée, je pense qu'il sera difficile d'expliquer aux populations voisines que sous prétexte de souveraineté, on va réinventer la roue, une roue qu'on a pris 30 ans à faire, on va la réinventer parce que la première ne serait pas ou souveraine ou ceci ou cela. Ce qui est d'ailleurs, parce que je me rappelle, j'étais sur le plateau, ce qui est d'ailleurs un mauvais procès. Parce que pendant longtemps, on a fait le procès du compte des opérations. Le compte des opérations du franc CFA est géré aujourd'hui par la BCAO. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas, donc on attend toujours. Donc il faut se méfier des promesses et il faut se fier au temps. Moi, c'est ma réponse à cette question. Alors, Armand de Soukago, comment est-ce que l'UEMOA fait face donc, aux différentes crises qui secouent la région, les crises politiques, les crises institutionnelles, les crises sanitaires? Quel est le regard et donc quelle est l'approche de l'UEMOA sur ces questions? Parce qu'on n'entend pas fondamentalement beaucoup. Certes, c'est d'abord une zone économique, c'est d'abord une union économique, pas politique. Mais lorsqu'il y a quand même des réalités politiques, sécuritaires, sanitaires, qui ont un impact évident sur l'économie, on devrait pouvoir s'y attarder, non? Bien sûr, l'UEMOA, on ne le dit pas souvent, mais l'UEMOA intervient sur beaucoup de secteurs. Et dans la période de Covid, l'UEMOA a beaucoup travaillé et avec les États de la sous-région, des États membres de... Et l'UEMOA a une politique au niveau de l'agriculture. Les problèmes entre peuples et agriculteurs, ce n'est pas seulement au Bénin, c'est un problème transversal à ce pays. Et donc l'UEMOA se donne des outils de plus en plus pour intervenir dans ces dossiers-là. Sur la question sanitaire, l'UEMOA travaille même sur le système sanitaire. Et je voudrais rebondir d'ailleurs là-dessus pour dire, vous savez, dans nos pays, nous avons un gros piège. Le gros piège, c'est que quand les politiques viennent au pouvoir, ils ont beaucoup plus envie d'évoluer sur les questions d'infrastructure parce que c'est ça qui est perceptible par la population, la grande population, celle qui vote en masse. Et ils abandonnent un peu le système sanitaire. Je ne parle pas des infrastructures, mais je parle globalement du système sanitaire, du système d'éducation et du système éducatif parce que c'est un peu lent lorsque vous devez évoluer dans et ce n'est pas perceptible. Et donc ils le comprennent très bien. En termes de rançon politique, ça ne leur rapporte pas grand-chose. Et donc ça fait que nous avons des difficultés à avancer sur ces questions-là. Et je pense que l'UEMOA aujourd'hui travaille
sur ces questions-là, sur le système de l'éducation, sur le système de santé. Nous n'avons pas encore ce que nous souhaitons, mais ils sont en train d'avancer. Et je pense que c'est l'intérêt aussi d'avoir le mois aujourd'hui pour nous permettre d'avancer sur ces questions-là, sur lesquelles les gouvernants n'avancent pas vraiment. Et le fait d'avancer ensemble, on a parlé tout à l'heure de l'éducation par exemple, il y a par exemple des bourses. Il y a un soutien à l'enseignement supérieur, il y a une harmonisation des diplômes à l'intérieur de la sous-région. Tout ça, c'est intéressant pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est plus facile pour quelqu'un d'aller étudier dans une région et de revenir avec son diplôme sans forcément avoir des difficultés. Et donc, pour revenir à ce que vous dites, les crises que nous subissons, l'UEMOA intervient très peu dans les... Je crois que l'UEMOA n'intervient presque pas du tout dans les crises politiques. Mais sur toutes les autres questions, que ce soit agriculture, que ce soit santé, que ce soit éducation, l'UEMOA a des instruments pour ça. D'ailleurs, il y a des commissions qui s'occupent de chacune de ces questions. Et donc, l'UEMOA a des instruments qui s'occupent de ces questions-là. L'UEMOA travaille beaucoup. Ils ont une politique agricole pour la solution. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Ils travaillent beaucoup sur les questions d'énergie en ce qui concerne spécifiquement la question du soleil, par exemple. Et ils travaillent sur beaucoup d'autres questions. Comme je l'ai dit, sur les crises entre peuples et agriculteurs, par exemple, c'est des questions qui les intéressent. Ils travaillent là-dessus. Et donc, l'UEMOA a beaucoup d'instruments, au-delà des commissions, l'UEMOA a beaucoup d'instruments, beaucoup d'experts qui travaillent sur chacune de ces questions. On n'est pas en train de voir, et comme je l'ai dit, les questions, quand ça concerne les systèmes, c'est un peu compliqué. Et je pense quand même que, comme le dit un ami, c'est en allant qu'on s'en va et on est sur le bon chemin. D'accord. Alors, il y a une crise aujourd'hui entre le Bénin et le Niger qui est en train d'être désamorcée. On aurait quand même voulu entendre davantage de moi parce qu'il s'agit de questions de préoccupation économique quand on a une frontière qui est fermée et que la mobilité entre peuples devient compliquée. Non, c'est une question, vous me permettez, c'est une question économique parce que la frontière est fermée, les activités ne marchent pas. Mais au fond, ce n'est pas une question économique. C'est un sujet politique. C'est un sujet politique. C'est un sujet qui a un gros impact économique. C'est un sujet politique. Mais qui a un gros impact économique. Oui, mais le règlement ne peut être que politique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit désamorcer, ce n'est pas les économistes qui vont régler le problème. Les économistes n'ont rien à y voir d'ailleurs. Il n'y a que les politiques qui peuvent régler le problème. Et à ce niveau-là, c'est peut-être la CEDEAO ou l'Union africaine ou je ne sais pas. Alors, Aaron, les institutions de l'UEMOA aujourd'hui sont-elles suffisamment efficaces pour relever les défis actuels? Alors, est-ce qu'elles sont suffisamment efficaces? Ça, c'est une belle question. Je pense qu'elles font de leur mieux. Et ce que moi j'apprécie avec l'UEMOA, c'est qu'on s'adapte. On s'adapte très vite. Là, la BRVM, par exemple, va lancer de nouveaux indices, va intégrer l'agriculture. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un effort qui est fait. Il faut garder à l'esprit que c'est une œuvre humaine, d'accord? Et que rien en soi n'est parfait. Mais pour revenir par exemple à ce que disait Armel tout à l'heure, tu vois la crise du coronavirus, il y a eu la décision justement d'éliminer les fameux critères de convergence pour permettre au pays d'être réactif face à la crise, ce qui explique déjà qu'on n'est pas dans un certain dogmatisme. Donc oui, alors après il y a les enjeux, vous en avez parlé bientôt de la mobilité, c'est vrai, mais c'est surtout le véritable défi aujourd'hui pour moi, c'est le commerce intra-africain, surtout dans cette zone-là. Parce qu'on est en dessous légèrement de 20%, on doit être à du 16 ou du 17, d'accord? Et en même temps, il y a beaucoup d'énergie, on échange beaucoup d'énergie, pétrole, électricité. Donc il va peut-être falloir renforcer à ce niveau-là, donc mettre en place des mesures pour que les États commercent en mieux entre eux. Ce n'est pas que tu reçois uniquement de l'UEMOA, mais c'est quand même un axe sur lequel il peut agir. Oui, écoutez, encore une fois, je vais le répéter, on a une institution qui, quand même, si elle a tenu 30 ans, c'est parce qu'elle a quand même fait la preuve d'une certaine efficacité, qui doit s'adapter à des enjeux. Les enjeux sont évolutifs. Certains relèvent d'elle tout ce qui est économique, d'autres relèvent purement du politique. Je rejoins Armel dessus. Et donc, oui, en fait, toute proportion gardée, je pense quand même qu'on a un super abouti. Et qu'en est-il aujourd'hui du marché boursier de l'UEMOA? Il se porte bien. Il se porte dynamique. Assez dynamique. Moi, et ça, honnêtement, il faut quand même féliciter cette bourse-là et ceux qui ont eu l'idée de cette bourse-là. Parce que ce que les gens savent, c'est que nous avons quand même l'une des bourses les plus dynamiques au monde. Et ce n'est pas... Quels sont les critères qui vous permettent... Je ne vais pas être chauvinisme. Alors, les bourses les plus performantes, l'année dernière, c'était la bourse d'un pays, je ne sais pas, Ouzbékistan, Kazakhstan.
Juste derrière, il y avait le Ghana qui était à plus 58%, mais il faut quand même remarquer que le Ghana, l'économie ghanéenne est en reprise après une autre chute, et nous on était sur du plus 28%. Et 28%, si vous analysez les performances de cette année-là, c'est énorme. Mais au-delà de ça, il faut voir aussi le niveau de rendement de nos bourses. Alors, on a les obligations qui sont sur du 5 ou du 6% selon. C'est extrêmement rare, c'est pas aux États-Unis que vous allez trouver ça, et surtout à cet horizon-là. La BRVM, c'est une quarantaine de sociétés qui, quand même, sont dynamiques, et comme je l'ai dit, c'est une progression quand même de 1103% sur 26 ans. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un certain dynamisme, il y a une envie et je ne vous cache pas que les entreprises béninoises seront de plus en plus cotées. Là, on avait la LNB. On avait la BOA d'abord, puis là, on a eu la LNB et la BIC qui arrive, et je crois quand même, c'est pas inventer un secret que de dire qu'il y en aura d'autres qui viendront. Donc, on a un marché quand même qui a de l'intérêt pour les investisseurs, et je pense que oui. D'accord. Et pour justement, en ce qui concerne toujours ce marché boursier, on se rend compte que presque chaque semaine, les États vont emprunter sur le marché boursier de l'UEMOA, vont faire des emprunts, même si ce n'est pas généralement de très gros montants, de très très gros sous. Mais si quand même. On parle quand même de plusieurs milliards de dollars de francs CFA. Oui, mais c'est pas quand même des eurobonds par rapport aux eurobonds que des États vont lever. Vous êtes d'accord avec moi que c'est relativement maigre? Oui, mais les eurobonds, la mode des eurobonds a commencé depuis 2015. Et le Bénin a émis son premier eurobond quelque part en 2018 ou 2019. Donc c'est très récent. C'est très récent. Moi je pense qu'il faut savoir raison de garder et apprécier sur le temps. Donc on a quand même un marché dynamique. Et ça prouve déjà que nos pays, aujourd'hui nos économies, ont la capacité de s'autofinancer jusqu'à un certain niveau. Moi je pense que c'est quand même appréciable. Est-ce que c'est votre avis aussi que le marché boursier de l'UEMOA est déjà dynamique? Le fait de se mettre ensemble et d'avoir s'investir, non, c'est pas le terme que je veux utiliser. Le fait d'avoir un instrument soi-même pour vous permettre de faire de s'autofinancer, voilà, c'est le terme que je veux, merci, de s'autofinancer, c'est déjà très intéressant. Le fait que ça dure dans le temps, c'est aussi très intéressant. Et l'un des indices que vous pouvez avoir, il a dit, c'est que les pays de l'AES qui sont sortis de la CEDEAO, qui aujourd'hui sont en train de vouloir prendre de retrait, continuent toujours de prendre de venir chercher. Si ce n'est pas intéressant, je pense qu'ils seraient déjà partis. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la preuve que c'est intéressant et nous avons intérêt à travailler, à sauvegarder. Parce que demain, on ne sait jamais, les autres chez qui on va prendre de l'argent peuvent nous fermer la porte. Et on va faire face à qui? Comme Kizebo l'a dit, on ne se développe pas, on se développe. Ce n'est pas les autres qui vont nous développer, c'est à nous de nous développer. Et chaque fois que nous arrivons à nous doter d'instruments, il ne s'agit pas de commencer par critiquer dans le sens de non, il faut fermer, il faut arrêter, il faut plutôt l'améliorer au fur et à mesure, de manière à renforcer notre vivre ensemble, de manière à grandir ensemble. C'est la seule façon pour nous d'exister. Vous imaginez, s'il n'y avait pas l'UEMOA, il n'y a pas la CEDEAO, et que nous, seuls, nous devons faire face, chaque pays devrait faire face au grand Nigeria à côté, le Nigeria va nous avaler. Économiquement, on ne va pas tenir devant le Nigeria. D'accord. Alors, il y a aujourd'hui la question qui divise tout le monde, qui rassemble, ça dépend de là où on se situe. La question du franc CFA, faut-il ou non mettre le franc CFA? Je pense que le débat a beaucoup évolué. On en est passé aujourd'hui à l'écho. Les termes sont en train d'être rédigés. Il y a deux écoles, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui estiment que l'écho n'est qu'une pâle copie du franc CFA et que cela ne fera pas forcément avancer les débats. Quel est vous, messieurs, vous avez sur la question? Je pense qu'il faut sortir de la distraction. Excusez-moi d'être brutal, je pense qu'il faut sortir de la distraction. Mais avant déjà sur ce point, pour répondre à votre question précédente, la BRVM s'est classée 5e bourse d'Afrique l'année dernière, derrière l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, en fait pas dans cet ordre-là. Et ensuite, on était juste derrière le Nigeria, ce qui quand même nous permet ensemble d'exister par rapport à ce voisin qui est quand même assez grand. Ça, c'est la 5e puissance. Voilà, ça c'est la première question. Maintenant, par rapport au CFA, je vais encore le répéter, je pense qu'il faut cesser de distraire les gens. Quiconque connaît un peu d'économie c'est qu'il ne suffit pas juste de changer une monnaie ou de sortir d'une monnaie pour régler tous les problèmes d'une planète. C'est la poudre de perlimpinpin. Pour une raison qui est toute simple, c'est que la monnaie n'est qu'un instrument.
La monnaie n'est qu'un instrument, je dis même c'est un instrument de mesure du dynamisme de l'activité économique. Bien. Alors, certains de nos amis ont dit que tous les mots étaient au niveau du comité des opérations qui était auprès du Trésor français. On doit restituer notre stock de devises, on les a placés où on devait les placer, plus personne ne s'est intéressé à la question de combien est-ce que ça nous a rapporté, parce que de toute façon, on savait tous que c'était plus ou moins résiduel. En tout cas, les économistes sérieux le savaient. Mais, aujourd'hui, il faut sortir, je veux dire, des enjeux de symboles. L'Afrique mérite plus que de simples combats symboliques. Nous avons des populations qui ont faim. Nous avons des gens qui ont besoin d'aller à l'école. Nous avons besoin d'avoir de l'eau. Demandez à n'importe quel Nigérian, il vous dira aujourd'hui, sur les 2-3 dernières années, qu'il préfère économiquement être un Béninois, un Togolais, un Ivoirien, un Nigérien, un Malien, un Burkinabé, qu'être Nigérian à cause de l'inflation et de la façon dont elle affecte sa vie. Je pense qu'on a des combats véritablement sérieux. Le combat du CFA, pour moi, est une distraction. Notre vrai combat, c'est de développer nos économies, c'est d'avoir les outils qui nous permettent de croître, c'est une meilleure fiscalité. Mais toi, développer l'économie, justement, sans faire face, sans régler les préalables liés à la monnaie. Encore une fois, je l'ai dit, la monnaie n'est qu'un indicateur. Encore une fois, je le répète, la monnaie n'est qu'un indicateur, c'est un indicateur du niveau de santé d'une économie. Donnez-moi n'importe quelle monnaie, n'importe laquelle, mais la plus faible. Si j'ai un niveau de pression fiscale adéquate, si j'ai des lois qui favorisent les affaires, qui permettent d'entreprendre très vite, si j'ai une administration digitalisée ou dématérialisée, sans jeter les fleurs à quiconque, je peux me permettre d'aller de l'avant. C'est pour ça que je le dis encore une fois, il faut sortir des enjeux de symboles. Pour moi, c'est des questions. Le CFA, aujourd'hui, c'est une question symbolique. Nous avons des questions plus sérieuses. L'intégration de nos économies, la pression fiscale, le bon usage des ressources publiques, le ratio, et ça il a dit tout à l'heure, entre je veux dire, la masse salariale et le PIB, il y a des indicateurs plus sérieux. Donc toute personne qui, de bonne foi, s'intéresse à la question économique, au développement économique de l'Afrique, au cœur de notre zone, ne s'arrêtera pas à la question du CFA, parce que la question du CFA est de plus en plus en train de devenir caduque. Alors, on va dire, rendre la question aussi triviale que on est en train de le faire, est-ce que ce n'est pas, quelque part, banaliser la réflexion de ces économistes qui ont quand même pu théoriser le fait que le franc CFA constitue un gros handicap pour nos économies. Je pense à des économistes brillants sur la question, tels que le Togolais. Pardon ? Il y a Lionel Zissou aussi qui a son avis sur la question. Ça fait partie des deux grandes écoles aujourd'hui, des deux grandes théories sur la question. Ahmed de Sokago. On va inverser un peu les rôles. Et le franc CFA pose quel problème? Voilà. Je n'ai pas d'avis sur la question, malheureusement. Personnellement, le franc CFA ne me pose pas de problème. Et la question du symbole, c'est la seule question d'ailleurs. C'est-à-dire que le seul problème que les gens ont, c'est que l'initiative est partie de la France. Mais le reste, ça reste un débat qui, économiquement, pour moi, je ne vois pas, à moins qu'on me l'explique. Parce que moi, je ne suis pas économiste. À moins qu'on me l'explique, je ne comprends pas vraiment. Ce que je sais, c'est que nous avons intérêt à avoir une monnaie unique. Ça, moi, je pense qu'on a intérêt. Ce n'est pas aujourd'hui tout le monde s'avance vers une monnaie forte que nous, on va se dire non, notre souveraineté. Mais ceux qui parlent là, est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne? Les autres pays africains qui ont leur monnaie, est-ce qu'ils savent comment ça se passe? Qu'ils aillent vraiment se renseigner. Parce que le cliché où on dit oui, telle a sa monnaie, c'est pour ça qu'il est développé. Mais je vais vous citer plein de pays en Afrique qui ont leur monnaie qui ne se sont pas développés, qui sont moins développés que la Gambie. Il y en a plein. Il y en a plein. La monnaie, c'est une affaire sérieuse. Et je ne pense pas qu'on peut se laisser un jour. Ce n'est pas le papier qui est le problème, ce n'est pas le fer qui est le problème, mais le métal plutôt qui est le problème. Mais le réel problème, c'est que qu'est-ce que nous faisons avec cette monnaie? Est-ce que nous avons... Aujourd'hui, je ne pense pas que le Ghana ni le Nigeria... je me demande s'ils ne nous envient pas. Je me demande. Moi, je vous confirme, ils nous envient. Certains vous diront que le seul avantage aujourd'hui du CFA, c'est
du fait qu'il est arrimé à une monnaie forte qui est l'euro. Et qui garantit donc sa stabilité sur le marché. Mais c'est où le problème? Bah oui. Mais si c'est la question, c'est où le problème? Certains préfèrent avoir leur monnaie, quitte à ce que la monnaie soit instable, soit fluctuante. Mais vous savez pourquoi il dit ça? Herman, il a vécu dans un pays où il y avait une monnaie instable. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez, vous vous réveillez? Déjà, moi je n'ai pas d'avis sur la question. Imaginez que vous réveillez dans un pays où on vous paye la même somme, d'accord? Votre salaire baisse de 30% parce que tout a pris 30%, mais votre patron ne vous concédera pas cette obligation, cette augmentation de 30% pour faire face à vos charges. Ce n'est pas de la science-fiction, ça s'appelle le Nigeria. Ce n'est pas la science-fiction, ça s'appelle le Ghana. Je suis bien placé pour en parler, je suis à moitié ghanéen. Et donc, croyez-moi, le sujet n'est pas la monnaie. Le sujet est le travail. Le sujet est la capacité à produire de la richesse. Le sujet est la capacité à s'intégrer dans les échanges internationaux. Parce que, et ça je vais faire au cours de monnaie on va aller très vite. Si aujourd'hui vous créez une monnaie que vous appeliez le TOFA ou le Béhanzin, je ne sais pas ce que vous voulez, au Bénin, d'accord, qui serait propre au Bénin, mais pour acheter même le micro que vous avez devant vous là, la personne, votre interlocuteur va prendre le TOFA ou le machin parce qu'il ne connaît pas ça. Il va vous demander du dollar, il va vous demander de l'euro, et même dans une certaine mesure, même pas du yuan parce que le yuan est plutôt contrôlé. C'est les deux. Donc, en fait, tout va se jouer sur la convertibilité entre votre monnaie et ce euro ou ce dollar-là. Et cette convertibilité sera déterminée par votre dynamisme économique. Donc, et vous avez ce problème, vous avez ce problème au Burkina, vous aurez ce problème au Togo, vous aurez ce problème au Nigeria, vous aurez ce problème au Niger, vous aurez ce problème au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous aurez ce problème un peu partout dans la sous-région. Là où vous allez fièrement avec vos francs, votre franc CFA, vous savez exactement ce que vous faites avec votre monnaie. Vous allez commencer par réfléchir chaque fois que vous allez dans un pays. C'est beaucoup de choses qui sont simples, basiques. Moi, je ne suis pas en train de dire, on peut changer le nom, on peut ne pas l'appeler franc CFA, on peut dire la France n'aura. Mais c'est ce qui est en train de se produire. Beaucoup estiment qu'en réalité, l'éco qui est en train, donc qui est en gestation, n'est qu'une pâle copie du franc CFA avec quelques petits réajustements au niveau structurel. Oui, mais il y a quel problème le franc CFA? Pour vous poser la même question. Alors, pendant qu'on semble faire du sur place, on va permettre à la dame qui nous a rejoint sur le plateau. Nadège, bonjour. Bonjour à vous, Herman. Comment allez-vous? Je ne veux pas On rappelle la question du jour. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels l'UEMOA doit faire face aujourd'hui et demain? Comment l'Union peut-elle répondre aux aspirations des jeunes générations? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes qui ont réagi sans doute via nos canaux digitaux et vous faites leur porte-voix sur le plateau, Nadège. Bien sûr, Herman, en réponse à la question posée sur nos pages Facebook et Twitter, les internautes pensent que la mise en place de la monnaie unique éco, la sécurité régionale et la transition énergétique sont quelques défis à relever au sein de l'UEMOA. En ce qui concerne les aspirations de la jeunesse, nos amis suggèrent à l'UEMOA la mise en place de plusieurs programmes pour promouvoir l'entrepreneuriat afin de décourager l'immigration clandestine. Le reste AICPO pense que l'UEMOA fait face à des défis majeurs tels que la sécurité régionale, le développement économique inclusif et la transition énergétique. Pour répondre aux aspirations des jeunes générations, elle doit prioriser la création d'opportunités d'emploi, notamment par le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation, tout en modernisant les systèmes éducatifs. Ma place suggère que l'UEMOA opère des réformes dans la transformation numérique, le changement climatique et la croissance démographique. Pour répondre aux aspirations des jeunes, l'UEMOA doit mettre en place des politiques ambitieuses. Cela passe par la création d'emplois décents, la promotion d'une gouvernance inclusive et transparente, ainsi que des investissements dans une éducation de qualité. Carlos, l'ambassadeur, a aussi réagi sur Facebook. Selon lui, l'UEMOA est une institution économique. Elle doit totalement se détacher de la politique. L'autre défi à relever, selon cet internaute, est l'adoption d'une monnaie entièrement ouest-africaine et basée sur l'or.
Alors, Bokor Lankalis pense qu'il faut lutter contre l'inflation, les déficits budgétaires récurrents, les vulnérabilités liées à la dette et rehausser les PIB de nos pays. Damien Théou s'est également intéressé à la question de ce jour. Selon cet internaute, la jeunesse africaine souhaite que nos pays arrêtent toute collaboration avec la France. Il faut donc promouvoir nos langues nationales et il faut rompre les accords coloniaux. Thierry Agnan-Bossou est notre dernier intervenant de ce jour. Il pense que l'UEMOA doit résoudre le problème de l'immigration clandestine. Merci beaucoup Nadège Sandrine pour ces avis relayés. Merci à vous. Ça fait plaisir de lire évidemment les amis internautes. Il y a tout, hein, tout le monde a son avis sur la question et on se rend compte qu'on confond beaucoup lui et moi à une institution politique. Ah, on est très intéressé par les réactions. Vous avez vu sourire sur les parce que quand on dit qu'il faut encourager l'entrepreneuriat des jeunes pour lutter contre l'immigration clandestine, je me suis demandé, mais quand ils vont là-bas, c'est pour entreprendre ou bien, je n'ai pas compris. C'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Non, je pense qu'en fait, justement, ça présente un peu le problème qu'on a, c'est qu'on confond l'humour avec une sorte de magicien qui doit régler tous les problèmes à la fois, ça n'existe pas. Mais par contre, je leur conseille une chose, on a des véritables problèmes aujourd'hui sur l'employabilité de la jeunesse, sur tout ce qui est éducation et formation. Ce n'est pas des problèmes qui vont se régler d'un coup de baguette magique, d'autant plus que Amel le disait tout à l'heure, il n'y a pas de dividende politique à investir dans ce secteur-là tout de suite, donc il n'y a peut-être pas forcément de l'intérêt, mais il faut aussi rappeler aux populations, ça ne va pas être très apprécié si je vais dire, qu'elles ont aussi une part de responsabilité, c'est leur vie. Donc les États feront ce qu'ils ont à faire, les institutions du type UEMOA feront ce qu'elles ont à faire, et chacun devra dans ce contexte se battre de son mieux. Et ce qu'on demande en fait au fond, c'est moins des emplois que les conditions qui permettent à ceux qui peuvent les créer de les créer pour embaucher le plus grand nombre. Donc, voilà. Aaron, merci beaucoup, merci d'avoir participé à ce forum de discussion sur l'UEMOA. On retient à la lumière de vos analyses, de vos réflexions sur le plateau, que l'UEMOA est une zone économique dynamique, que tout va bien et que voilà. Tout ne va pas bien. Non, je suis journaliste, je n'ai pas dit que tout va bien, j'ai dit que c'est une belle tout ne va pas s'améliorer. Je pense que comme on l'a dit, tout ne va pas bien forcément. Mais l'UEMOA, c'est un instrument que nous devons chérir, que nous devons améliorer. Nous devons travailler à améliorer, c'est bien pour nous. Et le franc CFA, moi, le nom, si le nom gêne, on peut changer le nom. Mais je postule pour quelque chose, je n'ai aucun problème moi avec le franc CFA, je postule pour quelque chose, quel que soit ce qu'on veut, parce qu'il y a des réformes en cours, quel que soit ce qu'on veut, il faut que nous ayons une monnaie commune. D'accord. Si on n'a pas une monnaie commune, ça ne sert à rien. On aura trop de problèmes, à mon avis. D'accord, voilà. Très bien. Les autres l'ont compris en créant l'euro et depuis lors, c'est devenu une zone économique très dynamique qui continue de battre les records. 5 sur 7 matin, il a battu le record du nombre de présences ici sur le plateau. C'est Marcel Arrossi, il nous sert tous les jours la revue de presse du lundi au mercredi. Il est là pour nous servir celle d'aujourd'hui, la lecture des journaux, tout de suite et maintenant. À la une aujourd'hui, dans la revue de presse, la réunion de crise suite au drame terroriste au Point Triple, Marcel. La tragédie du Point Triple doit servir de catalyseur pour un changement de paradigme. Lit-on en sous-titre aujourd'hui à la une de Fraternité. Il a été question notamment d'analyser et de comprendre la circonstance de l'attaque et d'envisager des mesures urgentes pour renforcer la sécurité au nord Bénin. Selon les premières observations des responsables de l'armée qui se sont rendus sur les lieux, l'une des principales faiblesse du dispositif sécuritaire dans cette zone réside dans l'absence de coopération militaire. L'attaque meurtrière du 8 janvier dernier dans la zone du Point Triple à la jonction des frontières entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso met en lumière une faiblesse structurelle majeure, rapporte le journal. Selon les 4 vérités rapatriées à Ouida, les corps seront remis aux familles endeuillées dans le courant de la semaine. L'enjeu va au-delà de la simple sécurité frontalière. Il s'agit de garantir la stabilité et la souveraineté de l'ensemble de la région. Le terrorisme est une menace transnationale qui nécessite des réponses transnationales selon Fraternité.
Et puis, le comité des rites vaudrons se désolidarise de David Kofi Aza. Ce dont on est sûr aujourd'hui est qu'il y a eu des interprétations qui mettent en cause la crédibilité du TOFA. Manchette de la Nouvelle Tribune aujourd'hui. Des voix se sont élevées de plus en plus pour déplorer une récupération politique du rituel, estimant que les messages délivrés par le FA étaient orientés pour servir des intérêts particuliers plutôt que l'ensemble de la communauté, constate la Nouvelle Tribune. D'aucuns se demandent si la composition du comité des rites vaudrons de personnes politiquement engagées n'est pas une cause majeure de ce qui s'observe actuellement. L'actualité au 229 de ces derniers jours est marquée par les polémiques autour du TOFA 2025, rappelle l'emblème du jour. Le dernier épisode livré par ce feuilleton est le communiqué signé du professeur Maouno Kapo, président du comité des rites vaudrons, et qui, selon l'emblème du jour, recadre Monsieur David Kofi Aza, j'allais dire, dans les propos liés à l'interprétation des révélations du Fadou Fou Bidiakou ont créé un tollé général. Plus qu'un camouflet cinglant, ce communiqué est un rétro-pédalage quand on voit de près le rôle joué par son acteur qui n'est rien d'autre que le porte-parole du collège des Bokonons ce 10 janvier 2025, estime le journal. Dans son communiqué, le professeur Maouno Kapo a indiqué que David Kofi Aza a formulé des commentaires et des interprétations sur le rapport du Bénin TOFA 2025. Ces déclarations jugées inappropriées ne reflètent ni les travaux du collège des Bokonons, ni les positions officielles du comité des rites vaudous. De plus, le communiqué insiste sur le fait que ces interprétations n'engagent que leur auteur et non les instances traditionnelles où le comité rapporte l'emblème du jour, tout en appelant l'opinion publique nationale et internationale à garder sa sérénité. Le comité des rites vaudous du Bénin réaffirme son attachement aux traditions ancestrales dans le strict respect des lois de la République. C'est un désaveu pour le prêtre Fa Aza, selon Matin Libre, qui profite de sa position dans le comité de consultation du FA pour susciter la candidature de Patrice Talon pour un 3e mandat. Se satisfait Matin Libre. Merci Marcel Rossi. C'est moi. C'est lié à la descente, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin ce mercredi 15 janvier 2024. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Émile Pouinari. On retrouve demain la dame Rachida Bermoman qui sera au service. Quant à moi, on se retrouve lundi. Lundi, quand il sonnera très exactement 7h06 en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Voilà. Bon mercredi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.